On va plus loin avec Marc Semo, collaborateur à l'hebdomadaire Challenge et au journal Le Monde. Bonjour Marc. Bonjour. Et Gauthier Rybinski, chroniqueur international, ici même à France 24. Bonjour Gauthier. Bonjour Raphaël. Au sommaire, Vladimir Poutine met en garde contre une menace réelle de conflit nucléaire. Dans son discours annuel à la nation, le président russe répond à Emmanuel Macron qui n'excluait pas en début de semaine l'envoi de troupes en Ukraine. Et puis entre eux, ce n'est pas franchement Los Amigos. Donald Trump et Joe Biden s'affrontent ce jeudi près de la frontière mexicaine, à 500 km l'un de l'autre. Les deux hommes font campagne au Texas. Thème central, l'immigration. On en parle dans un instant. On va plus loin. C'est une prise de parole très attendue, 3 jours après les propos d'Emmanuel Macron qui, le premier côté occidental, avait brisé un tabou lundi en n'excluant pas l'envoi de troupes en Ukraine. Des propos qu'il assure aujourd'hui avoir pesé et mesuré. Vladimir Poutine lui répond indirectement à l'occasion de son grand discours annuel devant l'Assemblée fédérale à Moscou en mettant en garde contre une menace réelle de conflit nucléaire. Écoutez. Il parle d'envoyer des contingents militaires de l'OTAN en Ukraine. Mais nous nous souvenons du sort qui a été réservé à ceux qui, par le passé, ont envoyé leurs contingents dans notre pays. Aujourd'hui, les conséquences d'un tel interventionnisme seraient encore plus tragiques. Nous avons aussi des armes, ils le savent, je l'ai déjà dit. Nous avons aussi des armes qui peuvent atteindre leur pays. Et ils doivent comprendre que parce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire tenter d'effrayer le monde entier, ils risquent un conflit nucléaire, ce qui signifierait la fin de la civilisation. Ne comprennent-ils pas ça ? Pour essayer de mieux comprendre, Julien Colling est avec nous, notre correspondant en Russie pour France 24. Une réponse destinée directement à Emmanuel Macron ? Oui, c'est fort possible, effectivement. Et une petite phrase glissée dans le discours de Vladimir Poutine, c'est une référence voilée visiblement à Napoléon. Effectivement, donc sans doute une réponse également à demi-mot à Emmanuel Macron, bien sûr. Je cite Vladimir Poutine, il a dit que nous nous souvenons, je cite donc, du sort réservé à ceux qui ont envoyé leurs troupes sur notre territoire dans l'histoire. Et donc effectivement, on sent un senti aujourd'hui un Vladimir Poutine beaucoup plus confiant que d'habitude. Et c'est sans doute dû, bien sûr, au succès, on peut dire, ou en tout cas à la résistance russe plus forte que prévu sur le terrain donc des opérations militaires en Ukraine, et donc notamment à la contre-offensive ukrainienne qui n'a pas eu donc les résultats escomptés, à laquelle la Russie a résisté beaucoup mieux que prévu finalement. Et donc effectivement, on a senti aujourd'hui un Vladimir Poutine même avec un ton relativement plaisantin et assez confiant encore une fois face à l'Occident. Là où l'an dernier, à la même période, il y avait eu un discours qui était beaucoup plus offensif finalement face à encore une fois aux pays occidentaux. Et bien aujourd'hui, Vladimir Poutine est apparu beaucoup plus en confiance, effectivement. Donc on peut également préciser que selon lui, eh bien, la Russie doit encore se renforcer militairement suite notamment à l'adhésion de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN. Mais au-delà de ça, en fait, voilà, vous voyez à l'image un Vladimir Poutine qui est plutôt souriant et qui s'est montré donc très confiant aujourd'hui, effectivement, à Moscou. C'est un discours aussi de candidat à la présidentielle, hein, même s'il n'a pas besoin de faire campagne. Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que le côté qui nous intéresse plus, c'est géopolitique, a été relativement peu abordé, en fait, et plutôt à la fin du discours. Oui. Toute la première heure, donc, de son discours aujourd'hui a été complètement, donc, réservée à la politique intérieure russe, et surtout sur une ligne, un sujet qui devient extrêmement central en Russie et très important pour le pouvoir russe. Et c'est celui, en fait, des valeurs, des fameuses valeurs traditionnelles russes que, donc, Poutine et son régime tentent désormais d'imposer comme nouvelle idéologie d'État, en fait, en Russie, et notamment sur la natalité. C'est vraiment un des fers de lance, un des fers de bataille, on le sait, de Vladimir Poutine depuis quelques années. Et donc, toute la première demi-heure dans son discours aujourd'hui a été entièrement dédiée, encore une fois, au fait que désormais, eh bien, la Russie devait faire des enfants, que les femmes devaient se concentrer sur la vie de famille, sur le fait, encore une fois, de procréer, et que notamment, je cite, eh bien, selon lui, les familles nombreuses devaient devenir également la norme en Russie. Et donc, c'est vraiment un changement de paradigme et un changement de discours, encore une fois, depuis quelques années, sur vraiment un retour aux traditions et une sorte de encore une fois, nouveau modèle de société russe
entièrement basé sur le conservatisme en fait, voilà, qui a désormais cours. Et donc tout ceci bien sûr est lié également à l'opposition totale à l'Occident, bien sûr, et aux valeurs, comme ils disent ici, occidentales. Mais derrière, on sent, voilà, encore une fois, Vladimir Poutine, également dans les propositions qu'il a fait économiques aujourd'hui, eh bien, entièrement dédié au fait de vouloir tourner la Russie dans un état de guerre permanent en fait avec l'Occident pendant les décennies à venir, et donc un changement de société qui va avec, donc avec encore une fois un paradigme totalement conservateur et totalement désormais dos à dos avec l'Occident. Merci Julien Colling en Russie pour France 24. Marc Semo, faut-il s'inquiéter des propos de Vladimir Poutine? Vous y voyez une menace? Une menace directe, non, mais Poutine est en campagne électorale. Alors par ailleurs, ses propos, ce qu'il a dit là sur la menace nucléaire, la Russie a les moyens d'envoyer aussi des armes pour toucher le territoire des pays européens, etc. C'était 10 minutes sur un interminable discours qui a duré plus de 2 heures. Alors, on est dans une situation où, quelque part, Vladimir Poutine pousse son avantage. Alors, il répond à Macron sans jamais le citer. Évidemment, il rebondit sur les propos de Macron et sur le fait que le président français, avec ce qu'il avait annoncé, donc disons on n'exclut pas, y compris l'envoi de troupes au sol, voulait envoyer un signal très fort à Moscou. On était dans l'ambiguïté stratégique, rien n'est exclu, donc on est prêt à aller jusqu'au bout pour empêcher, pour vaincre la Russie. Alors, c'était très bien en soi, sauf qu'en disant ça comme ça, sans s'être bien concerté avec les Alliés, alors qu'il y a déjà, les Britanniques l'ont reconnu à demi-mot, quelques dizaines, quelques centaines, alors de Britanniques, probablement d'Américains aussi, on ne sait pas. Voilà, bon, pour les Français, on ne communique pas de soutien, information, logistique, etc. En disant cette chose comme ça, il a obligé tous les autres pays de l'OTAN à prendre publiquement position. Et évidemment, tous, à l'exception des Baltes qui sont restés un peu plus discrets, même la Pologne, qui est un pays qui avait toujours dénoncé la menace russe, tous ont dit qu'il est hors de question d'envoyer des troupes au sol. Donc, qu'est-ce qu'a vu Vladimir Poutine? 1, les divisions des Européens, l'isolement de la France, d'Emmanuel Macron. 2, au début de la guerre, Joe Biden avait dit il y a une ligne rouge, nous n'enverrons pas de troupes au sol. Et ça avait contribué en partie, c'était juste avant que Poutine ne lance son offensive, à encourager Poutine à aller de l'avant. Là, cette ligne rouge, elle est rappelée et énoncée lourdement par quasiment tous les pays de l'Alliance Atlantique. Alors, il aurait tort de ne pas pousser son avantage. Et ce qui est, disons, plus inquiétant, c'est que quelque part, dans les propos du président ont été aussi un peu maladroits. Parce qu'à la fois, c'est juste de dire on n'exclut rien, mais parler de troupes au sol, ça induit cette idée que ce sont de nombreux combattants, que ce sont qu'ils iront dans les tranchées, etc. Alors, heureusement, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense sont montés au créneau pour dire non, il s'agirait de déminage, d'assistance, etc. C'est ce qui est tout à fait légitime. Mais disons, ça a été un autre de ces pataquès qu'a créé le chef de l'État, tout en ayant raison sur le fond. Un peu comme quand il avait parlé de la mort cérébrale de l'OTAN, ça avait lancé un débat salutaire. Et là, ses propos, et de ce point de vue-là, c'est réussi, lancent un débat aussi sur jusqu'à quel point sommes-nous prêts à aller dans notre engagement pour l'Ukraine. Et il y aura même, pour la première fois, en France, sur le sujet, un vrai débat au Parlement avec un vote. Qui n'était pas prévu au début, et dont on se demande si ce n'est pas le fruit d'ailleurs de la quasi-crise politique provoquée par les propos du chef de l'État. En tout cas, c'est positif, parce que s'engager auprès de l'Ukraine comme on le fait, en le reconnaissant le statut de pays candidat, comme par ailleurs la Moldavie, aujourd'hui menacée, c'est très bien. Alors, ils ne sont pas couverts par l'article 42.7 du traité de Lisbonne sur l'assistance en cas d'attaque, ni par l'article 5 de l'OTAN et tout, mais on est engagé à ses côtés. La guerre en Ukraine est notre guerre, donc c'est important qu'on en discute réellement. Gauthier Rybinski, est-ce qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine, finalement, avec ses propos, a refermé la parenthèse ouverte en début de semaine par les mots d'Emmanuel Macron qui n'excluaient pas l'envoi de troupes en Ukraine, ou bien est-ce que vous pensez que ce sujet peut revenir à nouveau? Oui, parce est-ce que la menace d'une guerre totale est bien réelle, ou est-ce qu'aujourd'hui, finalement, en clarifiant les choses d'une certaine manière et en disant ce serait, à n'en pas douter, une apocalypse nucléaire, finalement, Vladimir Poutine a refermé une fois pour toutes cette possibilité-là et raffermi cette ligne rouge d'une certaine manière qu'évoquait Marc Semo. Mais ce n'est pas la première fois qu'il parle de la sorte, et même de manière beaucoup plus énervée parfois. Ce n'est pas la première fois qu'il fait allusion à l'arme nucléaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec Vladimir Poutine, que vous fassiez allusion à une éventuelle intervention au sol ou pas, il y a toujours un moment
où le système d'auto-victimisation russe fait qu'on va faire allusion à l'emploi d'une arme catastrophique et destructrice. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous l'avez, ça. C'est contenu dans son discours. Que l'on pense, on en parlera peut-être tout à l'heure, de la Transnistrie, et comment les mécanismes fonctionnent, c'est-à-dire l'appel, soi-disant, prétendument spontané d'une population russe qui demande la protection. Ce scénario-là, il est possible en Estonie, il est possible en Lettonie. Il y a toujours des prétextes qui serviront à Poutine pour dire « nous sommes attaqués ». Et à partir de là, vous savez très bien que dans la doctrine militaire russe, l'emploi de la force nucléaire est indiqué lorsqu'il s'agit des intérêts vitaux de la Russie. Sauf que, quels sont les critères des intérêts vitaux ? Si c'est effectivement la défense parce que telle ou telle population serait potentiellement menacée dans tel ou tel pays, vous pouvez placer le curseur où vous voulez. Et l'intérêt précisément de ce qu'a dit Emmanuel Macron, là je suis tout à fait d'accord avec Marc Semo, c'est-à-dire qu'il y a en plus la volonté de l'orgueil d'Emmanuel Macron d'apparaître comme celui qui a l'idée, et tant pis si les autres sont complètement ahuris par cette proposition à ce moment-là. Mais là aussi, Marc a raison de dire que ça peut susciter un débat, et ça peut aussi avoir un effet légèrement différent qui serait vertueux, qui serait bénéfique. C'est un peu la manière dont les Verts allemands, et notamment la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, analysent cette situation, où elle dit « si ça pouvait nous pousser », mais c'est un peu ce que disait Marc, à réfléchir sur la nécessité d'envoyer des armes de façon adéquate à l'Ukraine, eh bien peut-être qu'on passerait justement, on pourrait passer outre ce débat sur l'envoi de troupes au sol. Alors, sur ce dernier point, une des raisons pour lesquelles les Allemands, notamment Olaf Scholz, refusent d'envoyer les Taurus russes que demandent de façon pressante les Ukrainiens, ils ont 400 km de portée et peuvent frapper en profondeur, c'est parce que leur déploiement en Ukraine implique la présence de soldats de la Bundeswehr, pas beaucoup, mais pour les adapter à la donne. Mais en réalité, si vous écoutez attentivement Vladimir Poutine, oui, il a rappelé des évidences sur le nucléaire. Dire que la Russie a des armes et qu'elle peut les employer pour frapper les pays occidentaux, c'est une évidence. La doctrine nucléaire que tu rappelais, elle est là. Et en réalité, Vladimir Poutine a souvent laissé ses sbires les pires, genre Ramzi Kadyrov, le président tchétchène, ou Dmitri Medvedev, sa marionnette qu'il avait à un moment remplacée à la présidence, menacer l'Occident d'apocalypse nucléaire. Vladimir Poutine n'a jamais eu des propos de ce genre. Il a parlé juste au tout début d'armes dont les conséquences seraient inimaginables, etc. Parce que si Poutine est déraisonnable, et son agression en Ukraine le montre, il n'est pas irrationnel. Il connaît la grammaire de la dissuasion. Et c'est là-dessus qu'il insiste là. Parce que pourquoi tous les pays de l'OTAN ont dit non, on n'enverra pas d'hommes au sol ? C'est parce qu'ils ont peur de l'escalade. Donc, en revenant sur la menace d'escalade, voilà, il pousse son avantage. Ensuite, il ne faut pas oublier que ce sont en grande partie des rodomontades. Les Russes nous avaient promis l'apocalypse si on touchait au pont de Kerch qui relie la Crimée au territoire russe. Il a été bombardé 4 fois ou 3 fois, je ne me souviens plus. Il a été à moitié détruit par un attentat au camion piégé. Il ne s'est rien passé. Idem quand on a bombardé le quartier général de la flotte de Sébastopol, quand les Ukrainiens ont contraint les navires russes à se réfugier dans le port de Novorossiysk et qui ne peuvent plus aller en mer Noire, etc. Donc il y a une partie de bluff. Mais c'est dommage de lui avoir laissé la possibilité de ce bluff. Vous l'évoquiez, Gauthier, à l'instant, les responsables de la Transnistrie, une région séparatiste moldave, que soutient en tout cas Moscou, demandent aux autorités russes de les protéger. On voit ça en image avec Ludovic de Foucault. Mercredi, à Tirana, en Albanie, le président ukrainien Zelensky rencontrait son homologue moldave, Maia Sandu. Au même moment, en Transnistrie, région séparatiste de la Moldavie, les députés pro-russes réunis au Congrès demandaient au Conseil de la Fédération et au Parlement russe de les protéger contre ce qu'ils appellent la pression croissante de Chisinau, en l'occurrence une nouvelle réglementation douanière. Washington dit observer tout cela
avec attention. Étant donné le rôle de plus en plus agressif et déstabilisateur de la Russie en Europe, nous suivons de très près les actions de la Russie en Transnistrie. Les États-Unis soutiennent fermement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Moldavie à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Mais pour Moscou, fidèle à sa rhétorique, tout est de la faute de l'OTAN. L'OTAN s'obstine à transformer la République en une seconde Ukraine, contrairement à ce que pense la majorité de la population moldave et apparemment sans réfléchir aux conséquences de tout ceci pour le pays et même pour la région en général. La République de Transnistrie, que ni l'ONU ni même la Russie ne considèrent comme indépendante, est une région russophone d'1 demi-million d'habitants qui a rompu avec la Moldavie en 1990, un an avant l'éclatement de l'Union soviétique. 2000 soldats russes y sont déployés depuis 30 ans, officiellement une force de maintien de la paix. Quant à ce que pensent les Moldaves, voici quelques réactions à Chisinau après les déclarations des députés de Tiraspol. Ce qui se passe à Tiraspol représente un grand danger. Il s'agit en réalité d'une déclaration de guerre contre la République moldave. J'ai peur que la guerre éclate ici aussi, surtout que la Moldavie est un petit pays avec une armée faible. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Moscou a coupé la moitié de l'approvisionnement en gaz de la Moldavie. Le pays est officiellement entré en négociation pour intégrer l'Union européenne. Sa présidente pro-occidentale briguera un second mandat à l'automne prochain. C'est ça la Moldavie, la prochaine guerre d'Ukraine, Gauthier ? Si vous voulez, le mécanisme est assez identique à ce qu'on voit en Ukraine, à ce que utilise Vladimir Poutine. C'est-à-dire que vous avez là aussi une population russophone qui, comme on l'a vu aujourd'hui, en appelle à la protection de Moscou. Et je me souviens qu'au début de ce conflit, vous aviez justement un certain nombre de séparatistes russes qui, voulant trouver un fondement historique à leur action, disaient « mais souvenez-vous ». Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Roumanie qui était dirigée par Antonescu, qui était pro-nazi, eh bien voilà, c'est la résurgence du nazisme grand roumain, on va dire, à travers la Moldavie qui veut nous priver de notre autonomie. Vous voyez le fonctionnement, à nouveau, les nazis, il y en a finalement, si on croit Poutine, beaucoup. Et c'est le même mécanisme, donc ça peut être la même chose. Simplement, il y a en termes territoriaux quelque chose qui fait la différence, c'est qu'il n'y a pas de frontière commune avec la Russie. En revanche, ça peut être effectivement une écharpe de plus dans le pied ukrainien, précisément sur le plan territorial, et évidemment par rapport aux Européens. Simplement, il ne faut pas oublier qu'il y a des troupes occidentales et notamment françaises qui sont pas loin, qui sont en Roumanie. Marc. Alors, Gauthier a parfaitement raison, tous les ingrédients de la crise sont là, et c'est encore quelque part encore plus dangereux, parce qu'effectivement, la Transnistrie, il faut voir ce que c'est. C'est un truc complètement artificiel, créé par Staline, quand, en récupérant la Bessarabie roumaine, qui est la Moldavie aujourd'hui, qui avait un débouché sur la mer, ils ont enlevé ce débouché sur la mer pour prolonger la frontière ukrainienne jusqu'au territoire roumain, histoire de bien verrouiller les choses, et ils ont donné en échange à la Moldavie cette espèce de truc de Transnistrie qui n'a aucun lien avec la Moldavie, qui est roumanophone, avec ses un peu moins de 3 millions d'habitants, etc. D'où leur révolte dès le début, au moment où l'Union soviétique s'effondrait. Et d'ailleurs, c'est resté un petit bout d'Union soviétique. Quand vous allez sur place, ce qui m'est arrivé 2-3 fois, c'est assez fascinant. C'est Jurassic Park. Vous avez les statues de Lénine, les bâtiments staliniens. Ensuite, c'était un centre de tous les trafics pendant les guerres des Balkans, avec pour les Serbes, etc. Donc c'est un État totalement mafieux, dont c'est la seule raison d'être, mais cela donne un prétexte à Poutine, parce que Kaliningrad n'est pas une enclave, ce qui est au nord, coincé entre les pays baltes, c'est une esclave, c'est-à-dire c'est ouvert sur la mer. La Moldavie, la Transnistrie est totalement enclavée. Donc ça veut dire que où la Russie ne fait rien, ça fait déjà en 2006, ils avaient demandé leur rattachement à la Russie et le Kremlin n'a toujours pas répondu. Où la Russie ne fait rien, continue à ne rien faire, ou elle l'utilise comme une menace potentielle, mais si elle décide d'agir, il y a 2 options. L'Ukraine n'en fait qu'une bouchée, parce qu'il y a 1500 soldats russes, c'est pas grand-chose. Mais en même temps, ça peut être le casus belli d'un truc beaucoup plus grave, beaucoup plus compliqué, justement parce que c'est loin de la Russie, et que pour les Russes, on pourrait imaginer des opérations aéroportées, etc., leur permettent éventuellement de foncer sur Odessa. Donc on est dans un truc qui pour le moment n'a pas encore dégénéré, qui pourrait à un moment dégénérer, et qui surtout est une épée de Damoclès, et qui rappelle
que les effets déstabilisateurs de ce conflit, qui sont les raisons pour lesquelles on ne peut se permettre d'admettre une victoire de la Russie, sont là plus que jamais, parce que la Moldavie, comme l'Ukraine, a ouvert ses négociations d'adhésion à l'Union européenne et que cette crise nous implique directement. On en vient à ce duel de sombreros à la frontière mexicaine. Joe Biden et Donald Trump se rendent tous deux au Texas pour parler immigration. C'est le sujet sur lequel les républicains n'arrêtent pas de marteler l'inefficacité de l'administration démocrate. Donald Trump, d'ailleurs, vient d'arriver. À qui la faute, cette inefficacité prétendue des démocrates, Gauthier Rybinski ? À qui la faute ? Il y avait, quand Joe Biden est devenu président, il y avait sa volonté de rompre et de détricoter, de détruire ce qu'avait fait Donald Trump. C'est-à-dire que Donald Trump avait fait comprendre ou avait fait croire que le mur en question qu'il souhaitait, qu'il avait fait bâtir en partie, était la solution, la panacée universelle. En réalité, il y a depuis très longtemps entre les États-Unis et le Mexique des dispositifs faits pour empêcher les migrations, les flux migratoires. Et là, Joe Biden a changé son fusil d'épaule et a commencé à dire, attention, oui, le flux est tellement important que nous ne pouvons pas rester en quelque sorte dans cette position angélique. Là où il y a vraiment utilisation par les républicains d'une situation qui est à la fois dramatique sur place et d'une autre situation qui est celle dont nous venons de parler, l'Ukraine, c'est qu'il y a utilisation par les républicains de cette thématique pour dire nous, à la limite, on veut bien voter. Il y avait d'ailleurs un projet de résolution de régulation bipartisane. On veut bien être d'accord, mais à condition que vous lâchiez, vous, démocrates, sur la question migratoire. C'est-à-dire, en quelque sorte, comme si la spécificité et la gravité de ce qui se passe en Ukraine était totalement effacée, et que finalement on disait on peut se marchander sur des questions pareilles. Donc voilà l'os et le fait aussi, si vous voulez, que de cette façon-là, les républicains pensent aussi qu'il y a un moyen justement de démontrer par A plus B l'inefficacité et surtout la versatilité aussi de l'administration démocrate. Ils ont pris en otage la question migratoire, parce que la loi qui avait finalement réussi à faire passer, après des laborieux compromis avec les Républicains, donc qui prévoyait à la fois donc, ces fonds pour en partie combattre les flux migratoires, mais aussi des milliards pour l'Ukraine et l'Israël, oui, a été bloqué sur la décision des Trumpistes et de Donald Trump lui-même, qui a chauffé à blanc ses troupes, pour que Joe Biden ne puisse pas avoir la moindre victoire. Bien sûr. Donc on est dans une situation complètement folle, de pure démagogie politique, et où les républicains reprochent aux démocrates leur inaction, alors que c'est eux qui ont créé les conditions de cette inaction. Oui. Mais ce qui est beaucoup plus grave aujourd'hui, c'est que dans les sondages, Trump va plutôt bien, et que la Cour constitutionnelle s'est saisie de la question de son immunité. On verra ce qu'elle va dire. Elle va répondre en avril, mais déjà ça enclenche, ça retarde le processus. Son immunité pour l'affaire d'avoir voulu trafiquer les résultats de l'élection précédente. Donc, ça veut dire que le procès sera reporté, et donc il y a le risque que, quel qu'en soit le verdict, il tombe après l'élection, et avec le scénario totalement surréel et monstrueux d'un Trump réélu qui décide de s'auto-amnistier et de supprimer toutes ces procédures. Ce qui est quand même, dans la première puissance mondiale démocratique, le pilier quand même du monde occidental, quand même pour le moins très très préoccupant. Gauthier, sur cette question tout de même de l'immigration, ce qui peut-être traduit un peu la réalité, Joe Biden n'avait pas hésité précédemment à expulser en masse des Haïtiens, preuve que le président démocrate est capable aussi d'accès de rigueur. Oui, c'est-à-dire c'est toujours la même affaire. Si vous voulez, cette pression migratoire, elle est due, et d'ailleurs le distinguo est assez artificiel entre migration économique, politique, elle est due souvent à justement un mélange, un syncrétisme, si j'ose dire, entre des conditions économiques qui sont des impasses et les gouvernances qui ne font que favoriser cette décrépitude économique. À partir de là, si vous n'arrivez pas, je ne dis pas que c'est simple, mais si vous n'arrivez pas à prendre la globalité du problème, eh bien il reste des attitudes effectivement électoralistes et qui sont au coup par coup. Alors, quand je dis au coup par coup, c'est pour Biden, mais vous regardez chez les Républicains, vous avez quelqu'un comme Greg Abbott, qui est le gouverneur, et qui ne fait
qui a pris l'initiative de transférer des migrants dans les villes démocrates en leur disant « vous devez prendre votre part ». Mais vous vous rendez compte où on en est ? C'est-à-dire qu'on prend ces gens qui sont déjà dans un état de fatigue ou de tristesse, d'abattement terrible. On leur dit, vous allez, voilà, on va vous mettre là-bas et vous allez jouer les affreux migrants. Et puis l'autre dit, mais non, je ne prends pas. Mais attendez, alors c'est non seulement inhumain, mais c'est irresponsable. Vous faites ça d'une manière complètement cynique. Et en plus de ça, on vient de le voir, les Républicains disent, finalement, pour nos raisons électorales, on est capable de dire, pas d'argent pour l'Ukraine. Enfin... Vous voyez l'irresponsabilité non seulement du personnel politique, puis alors, on en parlait hier soir aussi, c'est-à-dire que le caractère puéril de quantité d'électeurs, de citoyens, qu'ils soient ici ou là, en l'occurrence aux États-Unis, qui est de dire, écoutez, si vous n'agissez pas de la manière la plus, d'ailleurs visible, le mur au moins c'est visible, on y croit, écoutez, nous on ira voter pour le concurrent. Il y a une vieille phrase mexicaine qui est devenue un cliché même, parce qu'elle signifie aujourd'hui l'absence de capacité à répondre à ce que font les États-Unis. Je crois que c'était un président mexicain au début du XXe siècle qui disait « Pauvre Mexique, si loin de Dieu et si près des États-Unis ». Bon, voilà, c'est ça le problème. Merci beaucoup Gauthier Rybinski, Marc Semo. On va plus loin, c'est terminé. Prochain journal dans 4 minutes.